I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. C'est ce qui s'appelle une montée en régime. 3 semaines après son retour à l'Union africaine, le Maroc demande à intégrer la CEDEAO. Une nouvelle qui intervient en pleine visite royale en Côte d'Ivoire. Première destination d'investissement, 3e client du Maroc en 2015. 14 accords de coopération ont été signés ce lundi, essentiellement pour de grandes entreprises. Mais en intégrant la CEDEAO, c'est une nouvelle ouverture qui se dessine avec un passeport commun notamment. De quoi faciliter le commerce et les implantations de sociétés marocaine, quoique, justement. Alors, nos PME seront-elles à la hauteur de cette conquête économique de l'Ouest? C'est le premier sujet des décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui, Zakaria Fahim, bonjour. Bonjour Landry. Fondateur du Hub Africa, vous êtes également managing partner à BDO. Amine Diori avec nous ce matin également, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous parlerons transmission d'entreprise. Toujours tabou, elle reste encore peu prisée. La fiscalité est-elle la recette miracle pour l'encourager? Comment simplifier et vulgariser ce sujet? Vous nous le direz à partir de 9h45, les décodeurs Atlantiques. C'est parti. 55 77 par SMS pour réagir, poser vos questions. Sidiram TTC ou la page Facebook. Les décodeurs Atlantiques, nos PME seront-elles à la hauteur de la conquête du marché de la CEDEAO? Amine Diori. Alors nos entreprises, si explicitement, je pense, on parle plus des PME parce que les grandes entreprises, les banques sont aujourd'hui implantées en Afrique, bien implantées. Alors si on parle des PME, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever justement pour pouvoir accéder à ces marchés. Je citerai en vrac la question de la compétitivité des entreprises, puisque avant de parler d'exportation, il faut déjà être compétitif. Donc ça, c'est une première question. Après, c'est aussi une connaissance marché, une connaissance des différents pays vers lesquels s'implanter, une connaissance politique du pays en question, une connaissance des différentes lois fiscales et juridiques. Donc tout ça pose question et pour l'instant, majoritairement, les PME ne sont pas équipées pour ça. Je citerai un chiffre, 150 PME aujourd'hui implantées en Afrique, uniquement. Ce qui reste encore très très faible. Zakaria Fahim, c'est vrai que les grandes entreprises marocaines, on les a vues, elles se distinguent lors de cette tournée royale en Afrique. On rappelle que le roi Mohamed VI, en tout, a fait 47 pays pour l'instant sur le continent. Comment maintenant passer à la deuxième partie, à cette partie déploiement de petites et moyennes entreprises, principalement sur le marché de la CEDEAO? Je pense qu'effectivement, donc, ce qui est important de rappeler, c'est pour donner la dynamique aux PME qui restent agiles mais fragiles, il faut effectivement des ouvreurs de porte, il faut des éclaireurs. Effectivement, ce que fait aujourd'hui Sa Majesté et les grands groupes qui ont installé la marque Maroc. Le plus important maintenant, c'est de descendre dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la TPE, la PME. Et dans l'introduction, tu as rappelé que je suis fondateur de Hub Africa. Et aujourd'hui, donc demain, on va être en Côte d'Ivoire, oui, notamment pour créer un peu ce lien, parce que souvent on veut faire du business et on reste aujourd'hui sur des schémas un peu fermés. Donc beaucoup disent je vais aller en Afrique alors qu'on est à la pointe de l'Afrique, et ça j'ai toujours l'amusement de le rappeler. Donc on est en train de travailler sur le mindset des patrons de PME. Ce qu'on fait aujourd'hui avec notamment Maroc Export, puisqu'on va faire un roadshow au Maroc pour inciter des PME, TPE à aller sur le continent. Je pense que c'est cette vulgarisation, parce que c'est vrai que le chiffre de 150 paraît très faible, parce que là aussi, je pense que s'il y a une chose sur laquelle aujourd'hui on a un vrai sujet, c'est les chiffres. Donc 150 entreprises. Je suis sûr que vous avez plein de gens qui partent avec une valise, qui reviennent, qui font de l'import-export depuis toujours, mais qui sont en dehors de tout radar, parce qu'aujourd'hui, pourquoi se déclarer? Puisque ils ne voient pas l'intérêt, pas d'incentive. Donc, en tout cas, il y a un mindset à opérer. Exactement. Donc il y a une vraie révolution à faire pour montrer l'intérêt de chasser en meute, parce que la mondialisation, elle est là. On est aujourd'hui effectivement le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, mais quand on regarde les vrais concurrents, que ce soit la Chine, l'Inde qui arrive, la Turquie, bien sûr sans parler de la France pour la partie francophone, on reste relativement en retrait.
Et on le sait bien, celui qui ne tire pas le premier coup risque de le regretter. Donc je pense que cette dynamique, la façon de prendre le terrain aujourd'hui est importante. Donc il faut des plateformes et des programmes pour sensibiliser, vulgariser, donner accès à l'information justement de ces marchés plus facilement aux entreprises, aux PME marocaines. Je pense des outils, donc oui, effectivement des outils. Améliorer. Oui, je retiendrai l'expression chasser en meute. C'est tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui, la PME marocaine toute seule, aura du mal à aller vers des pays à l'export. Je pense que justement c'est tout l'intérêt de créer des groupements d'intérêt économique, de se réunir à 2 ou 3 justement pour mutualiser les coûts et pouvoir payer justement, pouvoir se renseigner déjà plus facilement sur les pays, payer les coûts justement de conseils, d'accompagnement. Et ça coûte quand même de l'argent. Donc oui, et il y a un programme pour ça qui a été mis en place par le ministère du Commerce extérieur, justement qui vise à aider au financement de cette partie coûts d'implémentation. Et ça c'est destiné justement à ces groupements de PME pour les pousser justement à exporter plus facilement. D'accord, Fahim. Oui, donc je pense que là aussi, il faut rappeler qu'on est en train de préparer la fusion entre l'AMDI et Maroc Export, notamment pour avoir qui devrait voir le jour cette année. On l'espère. Après la mise en place du gouvernement, je pense. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on se donne les moyens d'être en cohérence et d'accompagner de bout en bout aujourd'hui la PME, d'informer qu'il se passe des choses, parce que je crois que le plus important, je le dis souvent à des TPE, c'est que quand je suis dans le service, par exemple, je peux devenir un acteur à l'export en ayant juste au début un site marchand et en faisant de la veille de la veille en intelligence économique. C'est pour ça que par exemple sur Hub on a mis un outil sur l'intelligence économique pour les PME et les TPE, parce que on se rend compte que pour beaucoup de gens faire l'international c'est voyager. Ben oui, c'est bien d'avoir des tampons sur son passeport, mais le plus important, c'est de ramener des devises, c'est de vendre ses produits. Et très souvent, là aussi, le fait de se mettre en visibilité. Quand je suis une TPE, je crée un portail, soit de la profession, quand je suis par exemple à travers la PBI ou à travers certains secteurs, ben on a tout de suite une visibilité. On réduit les coûts de structure et le coût d'investissement, parce que ce qui pénalise aujourd'hui une PME, vous savez, quand vous dites à une PME, il faut sortir 3K euros pour aller sur un salon, c'est déjà une fortune. Et ben après, on sait qu'il y a l'ASMAEX qui assure, il y a Maroc Export qui finance votre premier déplacement, et tout ça, les PME ne le savent pas. Donc je pense qu'il est important, en plus de la pédagogie, de montrer, parce que ce qui intéresse une PME, c'est le concret. C'est qu'aujourd'hui, il y a de l'incentive, il y a aujourd'hui des gens qui peuvent faciliter, ça c'est important à rappeler. Améliorer sur les 150 PME qui sont partis officiellement sur la conquête du marché africain, est-ce qu'on a une idée de ces PME, de la typologie de ces PME qui sont partis à la conquête du marché africain ? Alors, généralement, ce sont des entreprises qui accompagnent des grandes entreprises marocaines, donc des sous-traitants plus généralement, qui vont suivre les grandes entreprises justement pour avoir ce flux d'opportunités à l'export qui leur sont offertes. Donc, c'est des PME tournées autour d'infrastructures, exactement, services. Aujourd'hui, ils sont dans un écosystème et ils suivent cet écosystème à l'export. Je citerai un chiffre qui est important. Aujourd'hui, dans notre base, on détecte à peu près 6000 sociétés marocaines qui ont un chiffre d'affaires export positif. Mais là-dessus, en réalité, alors toujours des chiffres, mais ceux qui exportent de manière régulière, on en compte à peine 500 ou 600. C'est vraiment, voilà, c'est ça le chiffre. Maintenant, je voudrais aussi compléter ce que vient de dire Zakaria sur les outils qui existent aujourd'hui. Je citerai aussi le renseignement commercial. Il ne faut pas le négliger. Il existe des plateformes internationales qui aujourd'hui donnent des informations aux entreprises, justement, et en Afrique en particulier, sur les entreprises qui sont installées là-bas, qui leur donnent des informations sur les états financiers, sur les dirigeants, etc. Des outils de scoring, ce qui leur permet aussi de prendre des décisions importantes. Oui, je pense que il y a les plateformes. Donc nous, on a mis en place des outils pour aller chercher ces informations. Donc c'est un outil gratuit sur la plateforme de Africa. C'est apprécié. Vous avez un bon retour de cet outil par les exportateurs, par les PME. Là, on commence à déployer. Donc on est en train de faire des études pour avoir un retour. Et je pense qu'on va faire une étude lors de la prochaine édition le 4-5 mai à Casablanca pour vérifier aujourd'hui. Prochaine édition du Hub Africa. Du Hub Africa les 4-5 mai à Casa. Mais ce qui est important, c'est effectivement aujourd'hui il y a des bases de données, mais je le rappelais tout à l'heure, aujourd'hui, les assureurs donnent aujourd'hui ce type d'informations et ça coûte rien. C'est-à-dire que quand vous allez à la SMAEX ou quand vous allez à la COFAS, ça dépend de avec qui vous collaborez, ils ont ce type et parfois encore plus qualifié que ce qu'on pourrait trouver quand on est une PME et qui
qui a pas toujours les moyens. Et c'est pour ça que maintenant il y a des associations professionnelles qui achètent des bases de données, qui achètent ce type de services. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de rappeler qu'on ne peut pas aller à l'international la fleur au fusil. Ça se prépare et il faut être accompagné et effectivement, ça a été rappelé encore tout à l'heure, ne pas y aller seul parce que ça coûte de l'argent. Bon, une montée en régime que l'on voit très clairement. Vous parliez tout à l'heure de la fusion entre l'AMDI, l'agence marocaine des investissements, avec Maroc Export et l'office des foires, expositions. Ça va apporter quoi concrètement cette fusion pour les exportateurs, pour les PME marocaines qui veulent vraiment se rendre sur le continent africain? Je pense que c'est une bonne pratique parce que très souvent on avait l'impression qu'il y avait un qui utilisait donc son savoir-faire pour les investissements entrants, puis il y a celui qui gérait les investissements sortants. Puis on s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui des investissements circulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise marocaine ou un investisseur qui vient au Maroc, il veut investir ici, mais en même temps, il a envie de partir, d'utiliser le Maroc comme un tremplin. Donc il fallait créer de la cohérence, et on s'est rendu compte qu'il y avait une couche transverse qui pouvait être mutualisée. Donc ça veut dire quoi mutualiser? C'est réduire des coûts pour pouvoir dégager des ressources pour être plus dans le conseil, dans le service et être dans les bonnes pratiques, les meilleures pratiques aujourd'hui dans le monde. Amine Diouri, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement de cette entrée du Maroc au sein de la CEDEAO en termes de zone de libre-échange économique? Alors, s'inquiéter, je pense pas tout de suite. Il y a des opportunités, on vient d'en parler. Il y a aussi des défis, et des défis relativement importants. Là, on parle pas simplement d'accords de libre-échange entre le Maroc et d'autres pays africains, ou même des accords commerciaux signés. On parle là d'une future zone de libre-échange où les hommes, les marchandises et les entreprises, les capitaux pourront circuler librement. Donc ça pose de vraies questions. Ce qui est déjà le cas. Donc pour la circulation des biens, c'est déjà le cas. Dans la zone. Mais voilà, si on élargissait cette zone au Maroc, il faut aussi imaginer les conséquences que ça peut avoir. On a un exemple juste à côté de nous qui est l'euro, la zone Schengen, la zone économique avec la zone euro. Il n'y a pas que des avantages. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas que des avantages. Par exemple, la libre circulation des capitaux. On voit que, par exemple, dans l'exemple de la France, des fermetures d'usines, parce que justement c'est moins cher de produire dans d'autres pays de la zone de l'Europe. Demain, on peut imaginer très bien ce genre de choses. On peut très bien imaginer que ce soit moins coûteux d'aller produire en Côte d'Ivoire ou dans un pays frontalier que de produire au Maroc. Et ça posera de vraies questions. Nos PME marocaines seront-elles à la hauteur de la conquête de la CEDEAO, la conquête économique? C'est notre premier sujet ce matin avec Amine Diouri. Rebonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Zakaria Fahim également avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry. Fondateur de Hub Africa et managing partner à BDO. Alors on s'interrogeait notamment sur peut-être les dangers que peut avoir cette zone de libre-échange également pour l'économie marocaine avec, vous disiez tout à l'heure Amine Diouri, l'hypothèse d'entreprises marocaines qui iraient s'implanter dans notre pays pour des coûts de travail qui sont relativement plus bas. On peut apprendre également des erreurs d'autres ensembles de communautés, notamment l'Union européenne, Zakaria Fahim. Effectivement, parce que par rapport à cette problématique d'avoir des entreprises qui vendent dans des régions ou des pays à taxation moins chère, donc l'Europe est en train de mettre en avant et mettre en place pour 2020 un outil qui va neutraliser ce différentiel de fiscalité pour éviter à ce que notamment les multinationales, parce qu'en Europe c'était un sujet des multinationales qui choisissaient notamment l'Irlande ou le Luxembourg, et que ce différentiel puisse être remis dans l'Union européenne. Donc je pense que ce type d'exemple peut être un outil intéressant pour la CEDEAO. On a parlé aussi tout à l'heure d'un autre challenge important, c'est que c'est une zone qui parle pas en totalité le français, et que des vaisseaux amiraux, ou plutôt le vaisseau amiral de la CEDEAO, c'est-à-dire le Nigeria, avec 500 milliards de PIB sur 700 milliards de la région, et bien sûr anglophone. Il nous amène aussi un autre atout, c'est qu'il est membre du Commonwealth. Oui. Donc, ce que nous ramenons aujourd'hui dans le Maroc, donc dans sa corbeille, c'est les accords avec l'Union européenne, avec les États-Unis, la Turquie, les accords d'Agadir.
eux vont nous ramener aussi cette ouverture, puisque l'Angleterre, avec son Brexit, cherchera des alliés, et je pense que c'est intéressant que nous soyons dans cet ensemble. Donc, c'est envisagé notamment par un parlementaire britannique, hein, le fait de se rassembler avec le Maroc et d'autres pays, Israël ou encore l'Ukraine et d'autres pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne. Oui, mais je pense que déjà le fait d'être dans un ensemble qui est déjà dans le Commonwealth naturellement est beaucoup plus facile, parce que là après, vous savez, il y a toujours des Brexiteurs qui bon, ça fait toujours bien, mais après on se dit tiens, il a pris une kyrielle de pays, ça fait un petit cocktail, après on se dit tiens, quelle est la cohérence? Mais bon, c'est toujours bien d'être cité, parce que déjà quand vous êtes visible dans les radars des anglo-saxons, je pense qu'on peut déjà se féliciter, dire ben on est déjà dans leur agenda, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Vous parlez de la langue, c'est vrai qu'il y a quelques années, il me semble que c'était il y a 2 ans, il y avait cette hypothèse envisagée de mettre l'anglais langue numéro 1 au sein de l'enseignement scolaire. Ça a finalement été annulé. En tout cas, le Liban, lui, est passé à l'acte il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Améliorer, ce qu'on peut envisager à ce que cette problématique-là, ce débat-là, revienne à la charge peut-être dans un moyen-long terme? Je pense même il faut que ça revienne à court terme, parce que Zakaria vient de parler du Nigeria, un pays anglophone. Je pense que l'anglais aujourd'hui c'est tout simplement indispensable quand on veut exporter. Et puis il y a une vraie déficience au niveau de l'enseignement à ce niveau-là. Il suffit simplement de voir aujourd'hui même les grands chefs d'entreprise qui nous avaient rencontrés ne sont pas tous anglophones. Donc voilà, ça montre déjà qu'il y a quand même un souci avec cette langue, l'apprentissage de cette langue. Et voilà, il y a un véritable effort à faire à ce niveau-là. Ouais, alors il y a la CEDEAO et puis il y a cette fameuse zone de libre-échange économique continentale qui va progressivement se dessiner. Alors c'est un vieux projet mais relancé il y a maintenant 1 an. Zakaria Fahim, est-ce que là le Maroc peut trouver véritablement sa place? Les entreprises marocaines, les PME marocaines peuvent trouver leur place? Je pense que là, je disais tout à l'heure, nous avons une marque qui commence à devenir forte, reconnue. Nous avons un savoir-faire. Nous avons démontré qu'on peut être numéro 1 continental, notamment grâce à, par exemple, Casablanca Finance City, qu'avec la logistique Tanger-Med, tout le monde disait qu'on n'allait jamais réussir à faire mieux qu'Al Jazeera. Aujourd'hui, c'est prouvé. On le chahute et même on est devenu plus performant. Donc il y a des réalisations qui aujourd'hui on n'est plus dans le discours. Vous savez qu'avant, quand vous disiez je suis le meilleur, mais quand on dit c'est quoi votre CV, vous dites bon revenez demain. Aujourd'hui, on a un CV, on a des banques, on a dans les télécoms, dans l'agroalimentaire, dans le solaire aujourd'hui. Je pense que quand on met tout ça en musique, je pense que le plus important, c'est comment faire en sorte que ces grands acteurs, parce que vous savez, quand vous partez avec 5 grands acteurs, vous pouvez le mettre dans une photo, mais quand vous partez avec 95% du tissu économique, vous pouvez pas le mettre sur une photo. Et tout le challenge, c'est comment basculer ces grands comptes à la PME, TPE, et donc tirer tout le monde vers le haut, parce que si vous avez 10 qui se baladent là-haut, qui jouent au Real, au Barça, et puis vous avez tout le reste qui joue en 4e division, à un moment donné, ça explose. Vous les voyez arriver quand, justement, ces PME, avec un certain grand nombre de PME sur le marché de la CEDEAO, concrètement? Je pense qu'il y a déjà certains qui nous ont pas attendus, parce que dans les technologies... Je veux dire une première tendance, une première vague de PME qui pourrait vraiment partir à la conquête du marché de la CEDEAO. Vous les voyez arriver quand? Je pense demain. C'est-à-dire qu'il y a rien aujourd'hui qui ferait qu'on attendrait encore plus longtemps. C'est vrai qu'il faut, quand je dis demain, il faut préparer. Là aussi, il faut définir 1 ou 2, 3 sujets sur lesquels on est performant, préparer. Et c'est là où les associations professionnelles peuvent, je dirais, piloter cette préparation pour que toute la partie investissement de démarrage, de préparation soit pris en charge, comme fait la Turquie, soit par les gouvernements, soit par les associations, et qu'on laisse aux entreprises les coûts directs, parce que sinon on n'a pas aujourd'hui les reins solides pour pouvoir aller dans ces marchés seuls. Améliorer. Oui, indépendamment des banques et des grandes entreprises, aujourd'hui on a de grosses PME qui s'implantent à l'étranger. Je pense à Nexens par exemple, Pharma 5. Donc il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, pas mal de secteurs d'activité qui intéressent l'Afrique. Pharma 5 qui a notamment signé un contrat en Côte d'Ivoire ce lundi. Oui, exactement. Donc voilà, il y a de réelles opportunités actuelles pour ces grandes PME structurées et qui ont je pense une très bonne connaissance marché. Et pour le reste, ça suivra en fonction de
la possibilité les petites PME de se grouper entre elles pour pouvoir justement créer une force suffisante pour pouvoir exporter. Et on rappelle un pilote peut-être au niveau du gouvernement, puisqu'on envisage un ministère chargé de l'Afrique très prochainement dans le prochain gouvernement qui, on le rappelle, tarde à venir. On approche des 6 mois. Dans un instant, on va parler transmission d'entreprise. Toujours tabou, elle reste encore peu prisée. Alors, quelle solution justement pour amplifier ce phénomène? On en parle dans un instant, mais juste avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Dury, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors, ce sera un coup de cœur sur une étude publiée par Deloitte en France sur cette fameuse période qui s'écoule entre le moment de la création d'une entreprise et cette zone de forte turbulence qu'ils appellent la vallée de la mort. Donc, c'est un sujet aussi que j'avais traité par le passé, donc qui m'intéresse. Et cette période de vallée de la mort est caractérisée par un manque de trésorerie. Deloitte estime que cette période arrive entre la 2e et 3e année, ce qui est intéressant à savoir. Donc, situation où le cash commence à manquer et où la situation devient tellement critique qu'elle peut aboutir à une défaillance. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est que cette traversée de la vallée de la mort dépend entièrement de la dotation initiale en capital social. Et ça aussi, c'était un des principaux résultats que j'avais fait ressortir de mon étude, qui montrait que près de 50% des entreprises marocaines étaient créées avec moins de 10 000 dirhams de capital social. Oui. Là, effectivement, cette étude le confirme également. Et donc tout ça pour dire que y a un lien évident, cette étude le prouve, il y a un lien évident entre dotation initiale et taux de survie après 5 ans. Et c'est important de le rappeler encore une fois. Zakaria Fahim, coup de gueule, coup de cœur, vous? Bon, j'ai un petit coup de cœur, donc j'ai peut-être un double coup de cœur. Le premier, donc hier j'ai eu la chance de rencontrer une marocaine, une Espagnole d'origine marocaine qui aujourd'hui vient pour créer le lien. Donc l'importance de la diaspora. Donc on dit toujours les jeunes ne regardent pas. Donc qui veut monter un lien avec l'association des jeunes entrepreneurs ici. Donc elle représente l'association. Puis un autre coup de cœur plus personnel. Ma fille a fait un stage au Sénégal. Donc elle a 17 ans. Et quand j'ai dit à tout le monde qu'elle part au Sénégal, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Et elle est revenue ravie. Donc elle était dans une association qui s'appelle JIDER pour jeunes leaders. Et je pense que ça aussi, c'est un message. Si on veut aujourd'hui, comme je dis, l'entrepreneuriat démarre à l'école. Si on veut vraiment que nos jeunes regardent l'Afrique comme étant leur avenir, il faut que très tôt ils aillent voir ce qui se passe et qu'on n'attend pas d'être à la retraite pour aller au soleil. Ouais, en tout cas, beaucoup de jumelages et de partenariats à faire avec notamment des associations au niveau du milieu scolaire tournées vers le continent africain. 9h45 sur Atlantique Radio. Dans un instant, notre deuxième sujet dans les décodeurs. La suite des décodeurs Atlantiques. Deuxième sujet, ce matin, on parle transmission d'entreprise également, toujours avec Zakaria Fahim. Rebonjour. Rebonjour Landry. Votre deuxième étiquette, c'est managing partner à BDO, justement, ça tombe bien. Et puis Amine Dury, responsable PME chez InfoRisk. Rebonjour. Rebonjour Landry. BDO qui a publié récemment une enquête, c'était au mois de décembre dernier, Zakaria Fahim, 40% des dirigeants d'entreprises familiales au Maroc qui n'ont jamais songé à la transmission de leur entreprise et qui ne pensent pas le faire à moyen terme. C'est quand même assez inquiétant. Comment on explique ce résultat ? Effectivement, à travers le baromètre BDO qu'on renouvelle tous les 2 ans, donc là on est à la 3e édition, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, donc ça reste un sujet très tabou, où la psychologie, ou je dirais là on touche à l'ADN notamment des fondateurs, puisqu'on on a beaucoup d'entreprises où les fondateurs sont à un âge très avancé mais sont tête à rester souvent aux commandes et disent effectivement oui c'est important mais on verra plus tard. Donc effectivement il y a cette difficulté aujourd'hui à passer le pas et avec ce type de baromètre, avec le portail qu'on a mis en place, avec les outils développés par Maroc PME, on voit que ces pourcentages sont en train de baisser dans le dernier baromètre, puisqu'effectivement ce chiffre a baissé par rapport à l'édition 2011. Donc là aujourd'hui on a moins de gens qui ont un défi par rapport à la problématique de transmission. Et même, on a vu que dans les entreprises familiales, la transmission à la famille
est passé de un peu plus de 50%, qui était à plus de 63%, est passé à 51%. Donc le réflexe de dire c'est soit mes enfants, soit rien du tout, n'est plus un sujet, je dirais, mis dans le marbre. Donc on voit plus facilement d'autres pistes. Et très souvent, malheureusement, quand ils voient d'autres pistes, quand on regarde aujourd'hui les raisons, c'est souvent des raisons personnelles. C'est je suis malade, j'ai des difficultés sur le marché. Donc c'est rarement une décision volontaire positive. C'est souvent une décision subite. Et ça, je pense qu'il va falloir travailler pour lever un peu ces freins qui posent aujourd'hui un vrai problème. Amine Diouri, c'est vrai qu'une mauvaise transmission familiale, et il y en a beaucoup, force est de constater pour l'instant, ça a des conséquences sur le tissu économique national, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises familiales ici au Maroc. Oui, beaucoup. Et puis il se pose aussi la question de la transmission. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont partir, de dirigeants âgés qui vont partir à la retraite et qui souhaitent transmettre. Et malheureusement, la problématique de la transmission, c'est que c'est quelque chose qui ne se prépare pas à la dernière minute. C'est un processus qui demande beaucoup de temps, généralement entre 7 et 10 ans. Il faut le commencer, ce processus, entre 7 et 10 ans, juste déjà pour commencer à travailler l'idée de transmettre son entreprise. À qui ça demande aussi un accompagnement avec des consultants spécialisés. Parce qu'il y a tout un process derrière. Il faut d'abord voir quelle est l'activité de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle vaut dans son environnement, combien elle vaut, qui sont les cibles potentielles, et tout ça, ça demande des spécialistes. Donc voilà, c'est ça la principale difficulté. À côté de ça, heureusement, Maroc PME a un programme qui est très bien, qui est celui que Moussanada Transmission, qui prend justement en charge une grande partie de ces frais d'accompagnement par un consultant spécialisé. Bon, il reste encore du travail à faire. Est-ce que le côté vulgarisation a atteint son maximum, Zakaria Fahim, ou il y a encore du pain sur la planche sur ce volet-là? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Du chemin a été fait puisque aujourd'hui sur le portail transmission BDO, donc on a été rejoint cette année par la bourse, donc par des acteurs comme Maroclear qui va nous rejoindre puisque la dématérialisation est une étape aujourd'hui pour faciliter la transmission. Donc on pense qu'avec les acteurs comme Maroc PME, le patronat, donc les experts comptables, donc toute cette communauté, donc là aussi c'est chasser en meute parce que c'est un sujet, tu le disais tout à l'heure, vraiment de société, c'est un vrai enjeu. Moi je dis toujours en rigolant, si on ne fait rien aujourd'hui pour la première transmission, on va faire demain une fiscalité pour les morts, parce qu'il n'y aura plus personne. Le vrai sujet, on parle beaucoup d'industrialisation, mais on pense toujours je dirais, donc tout ce qu'on met dans l'entrée dans le pipe, mais on oublie le stock. Aujourd'hui on a un stock qui vieillit mal, et ce que disent aujourd'hui les experts dans l'étude et ce que nous ressortons en tant que BDO dans le baromètre BDO, c'est que le plus grand danger pour une entreprise familiale, c'est ne rien faire. C'est maintenir le cap en disant, bah voilà, je vais peut-être mourir un jour, mais c'est pas grave, on verra demain. Effectivement, on a parlé de 7 à 10 ans, mais nous, on pense que déjà entre 3 et 5 ans, on peut descendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 3 ans, à ce niveau-là, la structure est bien préparée, nous pouvons faire des choses intéressantes, mais on peut pas le faire en quelques mois. Et quand on est dans une situation où j'ai un AVC, donc souvent, donc les gens, ils s'arrêtent parce qu'effectivement, il y a le stress. S'il a un AVC, il faut appeler les enfants. Et là, c'est pas toujours facile puisque les enfants, souvent, sont pas dans le business. Et la prise en main, quand il y a pas un mentoring, un parrainage, souvent pose un gros problème pour s'imposer, pour surtout réussir. Est-ce qu'on a une idée de la part des entreprises familiales dans le tissu des PME, des entreprises au Maroc ou pas? Une estimation? Non? Je pense que pour l'instant, ça reste difficile à établir. Ça reste très difficile à établir. Effectivement, ouais. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations pour préciser ce type de. On pourrait imaginer qu'à l'avenir, on ait des données là-dessus sur un moyen long terme, s'il y a plus de data qui se met en place. C'est clair. Oui, évidemment. Plus on aura de data sur les actionnaires de ces entreprises de manière plus précise, et plus on sera capable de dire effectivement de faire la part entre les entreprises familiales et les autres. Il y a un côté. Ouais. Allez-y, Zakaria. Effectivement, donc pour rejoindre, donc nous, en mettant en place ce portail transmission.ma,
gratuit avec des exercices pour dire quelle est l'évaluation de mon entreprise, c'est quoi les prérequis pour me préparer. Donc du côté cédant, côté repreneur, on développe cette culture parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des sujets qu'on ne veut pas poser à des tiers. Donc on veut faire ses homeworks tout seul à la maison et après on va voir. Et l'étude a montré que vraiment le confident de l'entrepreneur à plus de 71%, donc on était il y a 2 ans, il y a 3 ans à 35%, c'est l'expert comptable. Donc l'expert comptable a une responsabilité importante pour amener son client, donc son chef d'entreprise familiale, à faire sa révolution, donc à faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on dit que l'expert comptable devient aussi quelque part un coach et doit intégrer cette dimension psychologique. Donc il y a plus de promotions à faire, notamment chez les experts comptables sur formation sur cette thématique, parce que ça reste une thématique très particulière qui nécessite une expertise souvent unique, parce que même en Europe, ils sont partis se former sur le coaching d'abord, parce que ce n'est pas la technique. Souvent la technique, on peut la trouver, mais c'est d'abord un sujet sur un levier. Pourquoi ? Parce que il faut savoir parler aux parents et aussi savoir parler aux enfants quand c'est une transmission. Donc si vous n'êtes que le conseil du père, c'est clair que les enfants, quand le père s'en va, la première chose qu'ils font, ils vous virent. Donc il faut que vous soyez le facilitateur et non pas l'homme d'un bord contre un autre. Amine Diouri. Oui, effectivement, l'Europe, c'est vrai que l'aspect technique de la transmission vient en second lieu, mais le premier aspect, c'est un aspect purement humain, psychologique. Et pour ça, il y a des coachs spécialisés en France et en Europe qui justement ne font que ça, viennent accompagner le chef d'entreprise, sa famille, discutent avec cette famille justement pour comprendre les mécanismes qui fonctionnent et faire en sorte de faciliter la transmission. Il y a ce premier aspect-là. Il y a un deuxième aspect qui marche et qui n'existe pas ici, c'est l'aspect purement fiscal. Oui, on en parle justement. Ouais, justement. Allez-y. Via, par exemple, en France, la loi Dutreil, qui facilite la transmission d'entreprise, du vivant du chef d'entreprise, via une exonération des droits de mutation, par exemple. Chose à laquelle on devrait réfléchir. Il y avait une loi qui existait jusqu'à très récemment, qui permettait justement d'exonérer le fait de remonter des titres à travers une holding. La fiscalité, justement, Zakaria Fahim, ça peut être la recette miracle pour encourager la transmission d'entreprise. Est-ce que déjà, concrètement, elle est assez intéressante ou pas suffisamment ? Ce qui vient d'être rappelé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument pour encourager la transmission entre vivants. Puisque quand on meurt, on paye rien, alors que dans beaucoup d'autres pays, il y a le droit de succession. Donc la mort implique un coût. Aujourd'hui, la mort n'implique rien. Donc les gens ils disent bon. Et il y a aussi, donc on parlait du côté psychologique, au côté religieux, qu'on oublie souvent, la génération qui aujourd'hui a plus de 70 ans, donc ou 65, souvent est très conservatrice et considère que ce qu'elle a fait, c'est grâce à Dieu, il avait rien ou il a démarré. Et donc on cette difficulté à faire cette dissociation et ne pas voir cet encouragement, cette facilitation à la transmission comme étant une responsabilité par rapport aux équipes, par rapport à tous ces personnes, que c'est plus un sujet personnel, c'est un sujet beaucoup plus global. Et là, il y a encore, je pense, des choses à faire pour pouvoir améliorer la gouvernance et surtout réussir. Et sur la fiscalité ? Sur la fiscalité, donc aujourd'hui, il faut inciter effectivement à avoir une fiscalité quand on est en vivant, maintenir la restructuration, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord refaire cette loi sur la restructuration d'une holding, parce que sans fiscalité, et puis derrière, encourager le papa qui veut désintéresser les enfants qui sont pas dans le business, pour éviter de vous avoir des canards boiteux ou d'avoir des gens dans la famille, surtout que si vous êtes déjà dans la deuxième génération, qui s'en foutent du business et qui vont vous planter le business. Donc il va falloir qu'on ait ce type de dispositif pour désintéresser à moindre coût ceux qui veulent pas jouer le jeu et ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Merci messieurs. Zakaria Fahim, fondateur du Hub Africa, managing partner à BDO. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk. Vous restez avec nous. Dans un instant, à 10h10, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Faisal Tellaoui. Et puis à 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée. À demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.